Donc on va parler, 1, quelque chose de trivial, un écart type, 2, quelque chose de moins trivial, la notion de causalité, et puis 3, quelque chose de très présent, y compris dans les cours à la faculté de médecine, la notion de preuve dans la médecine fondée sur les preuves, sur les faits prouvés. Alors, dans tous les papiers de la littérature internationale, il y a des statistiques descriptives, et c'est très bien. Et le plus souvent, vous avez, quand ce sont des variables quantitatives, des moyennes et des écarts types. Et à tous les staffs dans les services hospitaliers, universitaires, quand un étudiant, un senior, présente ses travaux, il commence avec des diapositives en disant voilà, la moyenne d'âge de la population que j'étudie, par exemple dans cet amphithéâtre, est de 45 ans, l'écart type est de 7 ans. Et si vous voulez déclencher une espèce de vague de doute dans l'audience, vous pouvez lever le doigt et dire « Mais je ne me souviens plus, est-ce que tu pourrais me rappeler finalement ce que ça veut dire en pratique que l'écart type de l'âge, il est de 7 ans ?» Et là, vous allez avoir, j'ai fait l'expérience extrêmement souvent, avec des grands statisticiens et avec des collègues qui sont cliniciens. Donc vous avez en général un blanc et puis vous avez tout un tas de réponses différentes. Alors la pire c'est 45 ans de moyenne, 7 ans d'écart type, ça veut dire que l'âge de l'amphithéâtre c'est 45 moins 7, y compris entre 45 ans moins 7 ans et 45 ans plus 7 ans. C'est-à-dire que le minimum serait égal à 38 et le maximum à 52. Naturellement, c'est pas ça du tout. Hein. Le minimum, par hasard, il peut être 18 ans. Peut-être que quelqu'un a mené un de ses enfants et le minimum, ça sera 6 ans. Donc ça n'a rien à voir avec un écart type. Alors après, les gens réfléchissent et disent alors, il y a quelque chose que j'aime bien, mais qui est faux, c'est qu'on réfléchit écart type, en fait, ça serait l'écart typique, l'écart moyen. Vous voyez, alors, quelqu'un qui réfléchit va dire, et je l'entends régulièrement, ça serait la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Alors là, le piège, c'est que ça fait 0 en fait. Comme vous avez des écarts positifs et des écarts négatifs, ils s'annulent tous, et la moyenne des écarts à la moyenne, c'est exactement 0 toujours. Donc je dis, c'est vrai, ça ne peut pas être ça parce que ça fait 0, mais ça pourrait être la moyenne des valeurs absolues des écarts à la moyenne. Vous voyez, on aurait l'écart moyen par rapport à la moyenne en valeur absolue. Ça serait bien, mais l'écart type, c'est pas ça. Donc déjà, c'est un piège sémantique. L'écart type n'est pas l'écart typique. Alors là, vous avez des gens qui se rappellent leur cours de statistique d'il y a très longtemps. Alors en fait, la moyenne, plus ou moins 2 écarts types, on a 95% des données. Vous vous souvenez de ça, hein? Alors certes, mais d'abord, ça c'est vrai que si la variable suit une loi normale, ce qui en général est faux. Et puis en plus, si dans la salle de staff, il y a 15 personnes, 95% des gens à un âge compris entre plus ou moins 2 écarts types, 95% de 15, c'est ridicule, ça ne fait même pas un sujet entier. Et donc, alors, les gens qui connaissent très bien les statistiques vont dire la moyenne plus ou moins un écart type, c'est les 2/3 des sujets. C'est-à-dire que dans cet amphithéâtre, si la moyenne de l'âge c'est 45 ans, moins un écart type, ça fait 37 ans, 38 ans, plus un écart type, ça fait 52 ans. Entre 38 et 52, il y a les 2/3 de la population. Ça fait sens, mais ça n'est vrai que si l'âge a une distribution normale. Or, comme il y a la retraite, comme les médecins, en général, qui vont dans les congrès ont plus de 25 ans, à l'évidence, ça ne peut pas suivre une loi normale. Donc finalement, que veut dire un écart type? Alors, il y a les mathématiciens qui vont dire, eh bien, c'est la racine carrée de la variance qui est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire. Et donc, en fait, quand vous avez dans un papier, la moyenne de l'âge, c'est 45 ans, l'écart type, c'est de 7 ans, 7 ans ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Alors vous pourriez me poser la question, pourquoi les statisticiens ont-ils inventé un paramètre de dispersion qui ne veut rien dire? Il y a des raisons, ce sont des raisons mathématiques, c'est qu'en fait, c'est très facile à calculer sans calculatrice, et donc ça a été inventé au début du XXe siècle, à l'époque où il n'y avait pas de calculatrice, donc cette propriété a eu un rôle très important, et la deuxième c'est que en fait, l'écart type a des propriétés mathématiques extraordinaires. C'est plutôt la variance qui a des propriétés mathématiques extraordinaires. On la retrouve partout, dans le test T de Student, par exemple, qui compare deux moyennes. Au dénominateur, il y a des écarts types.
Hein, donc on a besoin de calculer des écarts types tout le temps, et donc on s'en sert pour caractériser la dispersion d'une variable aléatoire, mais finalement ça ne veut rien dire. Alors vous me direz, c'est embêtant que les gens utilisent tous les jours des statistiques qui ne veulent rien dire. En fait non, parce que quand vous posez à des collègues, tu dis que l'écart type c'est 7 ans, mais ça ne veut rien dire. Alors, on peut trouver ça scandaleux, mais finalement, intuitivement, en fait, ce que tout le monde comprend derrière l'écart type, c'est qu'en gros, la population, le gros de la troupe, c'est la moyenne plus ou moins un écart type. C'est ça que tout le monde a en tête. Et en réalité, ce n'est pas complètement faux, puisque si la variable suit une loi normale, alors la moyenne plus ou moins un écart type, on a les 2/3 de l'échantillon. Vous voyez? Comme en fait, et c'est une règle en statistique, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils utilisent, mais en réalité, ils ne se trompent pas complètement. Et donc, ça fonctionne. Alors, je vous dis ça, vous souriez parce que tout ça ne fait pas très sérieux, mais il faut être honnête, l'usage des statistiques au quotidien n'est pas très sérieux. Mais ce n'est pas très grave. Voilà, l'avancement des connaissances continue quand même. Alors, tout ça pour vous dire que, vous voyez, c'est un premier exemple qui montre que les statistiques sont utiles, que les gens finalement s'en servent pas si mal que ça, mais qu'en fait, il n'y a sûrement rien de vérité derrière. Vous voyez, quand on dit l'écart type c'est 8 ans, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, premier point, l'écart type. Deuxième point, causalité. Alors je suis sûr que vous avez appris, et on le voit dans plein de livres, et je l'ai enseigné, que alors la causalité en médecine c'est un truc énorme, hein, c'est quelque chose de très important, et que vous avez tous lu que les essais randomisés, c'est le seul design méthodologique qui permet de montrer qu'un médicament a un rôle causal sur l'issue, le devenir du patient. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de ça. Et donc, l'essai randomisé, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, quelque part, c'est un graal métaphysique. Derrière la randomisation, il y a la causalité. Et donc, je l'ai enseigné et, quand même, plusieurs fois, des étudiants me posaient la question « Mais pourquoi, finalement, on dit une chose comme ça ?» Et, en fait, c'est pas si facile de répondre à cette question. Et donc... un jour, je me suis plongé dans les livres. Alors d'abord, vous tapez causalité sur Google, vous tombez sur causalité sur Wikipédia, et je vous promets que c'est immense. Il y a 2500 ans de réflexion, de philosophie occidentale autour de la causalité, les causes premières, finales, etc. Pour Kant, la cause, c'est la responsabilité. Pour Auguste Comte, la cause n'existe pas, il n'existe que les antécédents constants. Pour Hume, la cause est une habitude de l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, la nature, elle est comme elle est, et en fait, il n'y a pas de cause, les choses se passent. Et puis nous, êtres humains, nous construisons des causes parce que ça nous rassure, parce que ça nous permet d'organiser l'univers dans lequel nous vivons. Mais c'est nous qui les voyons, elles n'existent pas vraiment. Alors là-dedans, finalement, pourquoi les méthodologistes disent-ils que l'essai randomisé permet d'assurer la relation causale? Alors en fait, c'est parce qu'il y a un point de vue très particulier qui est celui de la position contrafactuelle. C'est-à-dire, on va dire, le médicament est la cause de la guérison si, toute chose égale par ailleurs, donc vous donnez le médicament au patient, il guérit. Imaginons que vous clonez l'univers entier et que vous prenez le même patient au même moment et vous ne lui donnez pas le médicament. S'il ne guérit pas, alors ça veut dire que le médicament a été la cause de la guérison. Vous voyez, hein, c'est contrafactuel. C'est-à-dire on imagine une situation idéale où tout serait identique sauf le fait que l'on n'a pas donné le médicament. Et si dans un cas ça marche, dans l'autre cas ça ne marche pas, alors on peut dire que c'est la cause. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, naturellement, en pratique, c'est qu'on ne peut pas faire une expérience comme ça. On ne peut pas cloner les gens, on ne peut pas cloner un environnement médical. Donc ça, en fait, cette histoire de position contrafactuelle est une pure vue de l'esprit. Alors, comment s'en tirent les méthodologistes? Ils disent, eh bien, en fait, on va prendre des groupes de sujets qu'on va tirer au sort. Et en fait, alors bien sûr, tirage au sort, ça ne marche pas à tous les coups. Enfin, ça marche toujours, mais il se peut qu'on ait des résultats différents par l'effet du hasard. Mais quelque part, si on a des échantillons suffisamment grands, en fait, les sujets moyens des deux groupes
C'est comme s'ils étaient des sujets contrafactuels, vous voyez, hein. C'est-à-dire on en aurait un, le sujet moyen du groupe A à qui on a donné le traitement A. Si on le compare au sujet B du groupe où on a donné le traitement B, alors ces deux sujets moyens, effectivement, alors avec toujours à 95% près, hein, c'est-à-dire que le hasard peut toujours faire que le sujet moyen A va être différent du sujet moyen B. On est d'accord, hein. Ça peut être différent, mais à 95% près, eh bien en fait ces deux sujets sont dans des situations contrafactuelles. Et donc du coup, quand on compare A à B avec l'essai randomisé, on peut dire qu'il y a de la causalité. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que le sujet moyen, il n'existe pas vraiment. Que ça veut dire quoi un sujet moyen? Ça ne veut rien dire. 1 et 2, ça veut dire quoi à 95%? Dans quelle mesure la causalité, ça se marie avec les probabilités? Et en fait, c'est une supercherie. On ne peut pas dire philosophiquement que l'essai randomisé conduit à une relation causale. Alors, c'est pas que moi qui vous le dis, hein, c'est qu'on commence à avoir des papiers qui parlent de sophisme contrafactuel. C'est-à-dire qu'en fait, cette position contrafactuelle est un sophisme, c'est-à-dire qu'en fait, cette position de dire je considère un sujet, je considère le même sujet idéalement à qui j'aurais donné un traitement différent, c'est un sophisme, c'est-à-dire que c'est impossible à réaliser en pratique. Et que la position statistique qui considère à simuler ça avec un essai randomisé, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose parce qu'on n'a pas affaire à des sujets réels, on a affaire à des sujets moyens et que dans la vie, les sujets moyens, ça n'existe pas vraiment. Et quand on parle de causalité sur des sujets moyens, on ne parle pas de causalité avec un grand C en termes philosophiques. Et alors, je suis sûr que vous êtes dubitatif en m'entendant, mais quand même, si c'est écrit dans tous les livres, quand même, il doit y avoir un fond de vrai. Je vais vous donner un exemple concret d'essai randomisé, parfait, c'est-à-dire pas de perdu de vue, tout le monde prend les médicaments, etc., etc. Hein. L'aveugle est parfaitement respecté, hein, dans lesquels vous aurez bien du mal à dire que le médicament a un effet causal. C'est un médicament dans le diabète. Hein. Imaginons que vous trouviez un nouveau médicament dans le diabète, qu'en fait ce médicament est un placebo. Il ne fait rien sur la glycémie, sur le pancréas, etc. Par contre, il a le bon goût d'avoir des effets secondaires, notamment, mais pas graves, des nausées et des céphalées. Donc vous faites votre essai randomisé versus placebo, et encore une fois, tout est parfait. Vous donnez le médicament à vos patients, vous tirez au sort, ils prennent tous ce médicament, y compris le placebo, ils viennent à toutes les visites, tout se passe bien. Alors bien entendu, le placebo ne fait pas grand-chose sur la glycémie et le médicament actif ne fait pas grand-chose sur la glycémie. Sauf que le médicament actif donne des nausées et des céphalées. Et donc les patients vont voir le médecin généraliste en disant « ça va pas, j'ai des nausées, etc. » Le médecin généraliste dit « écoutez, de toute façon, visiblement, c'est pas très grave, je ne sais pas d'où ça vient, écoutez, vous êtes dans un essai, peut-être qu'il se passe un truc, mais en tout cas, puisque vous êtes là, parlez-moi de votre santé, là. Est-ce que vous faites le sport que je vous demande de faire? Est-ce que vous suivez le régime que je vous demande de faire? Non, il faut le faire. » Et puis, on attend une semaine de plus, et puis une semaine après, le patient, il a toujours des nausées, il revient voir le médecin, et etc., et etc. Et au bout de 3 mois, de 4 mois, eh bien, dans le groupe médicaments actifs, l'hémoglobine glyquée, elle s'est améliorée parce que le patient a suivi son régime et a fait du sport, comme le médecin lui a dit pendant les consultations. Donc vous allez dire, le médicament antidiabétique a un effet causal sur la glycémie, alors qu'en fait, ça passe juste par le fait que le médicament a donné des effets secondaires au patient qui a fait qu'il a été voir le médecin et qui a fait qu'il a fait du sport et que sa glycémie a baissé. Alors là, certains collègues disent, ça m'est égal, moi je dis que c'est causal, effectivement. Eh bien non, pour moi c'est pas possible, on ne peut pas dire qu'un médicament qui agit par le seul effet de ses effets secondaires a un effet causal sur la glycémie. C'est pas possible, et en tout cas, on ne peut pas imaginer que la sécurité sociale le rembourse juste parce qu'il a des effets secondaires. Donc, si vous voulez, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de complètement qui ne fonctionne pas derrière ça. Alors, tout à l'heure, je vous dirai du bien des essais randomisés. Hein. Ils sont utiles, mais ils ne sont pas utiles pour dire qu'il y a des relations causales. Et en fait, il faudrait oublier en médecine cette notion de causalité. Et j'ai l'impression qu'elle est sous-tendue par 2 notions. La première, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, hein, dans la pratique clinique.
Vous avez en consultation des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Pourquoi je suis malade? Qu'est-ce qui a fait que j'ai cette maladie ?» Donc ils cherchent la cause d'une maladie, mais c'est presque une cause métaphysique. Et vous savez que même dans une maladie virale, ça a été étudié dans le VIH, on va dire qu'est-ce qui fait que j'ai le sida? Ben, c'est le virus du sida. Il y a des sociologues qui disent pas du tout. Le virus du sida, il existe depuis des décennies. Et ça serait en fait la promiscuité sexuelle dans les mines de diamants en Afrique du Sud, qui fait qu'il y avait des dizaines de milliers d'hommes avec quelques prostituées, qui a fait que l'épidémie qui était à très bas bruit, tout d'un coup a flambé. Donc la cause de l'épidémie du sida, c'est pas le VIH, c'est en fait l'organisation sociologique du travail en Afrique du Sud. Je n'ai pas de point de vue là-dessus. Mais en fait, vous voyez, cette causalité est extraordinairement sophistiquée, obéit à à tout ce qui fait que les maladies surviennent, non seulement en termes environnementaux, mais aussi en termes biologiques. Et en fait, là-dedans, la randomisation n'a pas grand-chose à voir. Et puis vous avez une autre forme de causalité qui est l'action. C'est-à-dire, par moment en médecine, il faut prendre des décisions pour que les gens aillent mieux. Et on se demande quelle est la décision qui va faire que les gens vont aller mieux. Peu importe que ça soit à cause de ce qu'on va faire que les gens vont aller mieux. Le principal, c'est qu'ils aillent mieux. Et là, effectivement, l'essai randomisé peut apporter des réponses à cette question. Mais peu importe que ça soit la cause ou pas. J'en arrive au dernier point, la notion de niveau de preuve. Alors, c'est quelque chose, l'evidence-based medicine, médecine fondée sur des faits prouvés, qui est la pierre de touche de l'enseignement dans les facultés de médecine, et qui est un courant d'avancée des connaissances et d'avancée des pratiques dans la médecine contemporaine. Donc la notion de preuve là-dedans est cruciale, et vous savez qu'il y a les niveaux de preuve que l'on voit dans tous les documents, y compris à la HAS, avec d'abord les méta-analyses, après les essais randomisés, après les études observationnelles, après les études de cas, après les avis d'experts, etc. Et c'est marqué comme ça, un peu comme les tables de la loi. Et on peut se demander, mais finalement, alors déjà je viens de vous dire que les essais randomisés et causalité, c'était pas clair. Donc si on mettait les essais randomisés au-dessus des études observationnelles à cause de la notion de causalité, c'est pas très bien parti. Mais au-delà de ça, on peut se dire pourquoi ils disent ça. Notamment, vous savez, entre nous, beaucoup de gens commencent à être un peu dubitatifs sur le niveau de preuve des méta-analyses. Vous savez qu'il y a un biais de publication terrible et qu'en fait, on peut tricher assez facilement des méta-analyses. C'est beaucoup plus facile de trafiquer une méta-analyse qu'un essai randomisé. Donc oui, méta-analyse c'est bien, mais ça dépend qui les fait. Et ça dépend combien d'études dont on dispose, etc. Donc il y a de plus en plus de gens qui considèrent que finalement les méta-analyses, le niveau de preuve en général, c'est pas si clair que ça. Et puis après, il y a des gens qui disent, vous savez, une étude observationnelle bien faite, les suivis de cohorte, ben finalement, au moins c'est des patients qu'on voit dans la vraie vie, c'est pas des patients qui sont vus en Europe de l'Est, en Chine, etc. Où, oui, le niveau de preuve est peut-être intéressant, mais je sais absolument pas du coup ce que le médicament va faire à mes patients. Donc c'est très bien d'avoir un niveau de preuve comme ça en l'air, mais si ça concerne des patients qui n'ont rien à voir avec les patients que j'ai en face de moi tous les jours, j'en fais quoi de ce niveau de preuve? Donc il y a des gens qui disent, moi je préfère avoir des données de la vraie vie réalisées dans des pays où le système de soins est comparable au mien, plutôt que d'avoir des études randomisées qui sont faites je ne sais pas trop où. Et alors là, pareil, avant d'aller plus loin, il faut se poser la question, finalement ça veut dire quoi que quelque chose est prouvé? Quand on dit le niveau de preuve est meilleur, qu'est-ce qu'on entend par preuve? Alors là, allez voir un dictionnaire. Il y a une belle définition de ce que c'est qu'une preuve dans l'encyclopédie Universalis. Une proposition est prouvée si elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Alors je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, d'abord, je trouve ça vrai. Et en plus, ça sonne juste, quoi. Alors, on peut dire, oui, mais c'est franco-français, peut-être que non. Vous allez voir dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est en ligne, disponible gratuitement, et vous verrez la même chose. C'est-à-dire que la notion de croyance est
inexorablement lié à la notion de preuve. Alors là, ça change tout. Ça change tout parce que, et c'est vrai, et c'est une observation courante, que vous, si vous avez un peu d'expérience, disons, vous avez constaté que les gens considèrent à méthodologie constante, les gens vont adhérer à des résultats de façon variable. Je pense que là, je joue. Oui, je pense que des jeunes collègues, quand ils voient un essai randomisé bien fait, avec un résultat, ils sont plus enclins à partir à considérer que le résultat est vrai, qu'il est prouvé, que des collègues plus âgés, qui ont déjà vu des trucs prouvés dont on prouvait le contraire 10 ans après. Donc, l'histoire de la mort subite du nourrisson, vous savez, hein, on a publié régulièrement que c'était... Il y a des différences entre les spécialités médicales. Alors là, ça c'est majeur. Hein. C'est majeur. Moi je l'ai vécu ayant travaillé pendant 6 ans à la commission de transparence qui décide du remboursement des médicaments en France. J'ai clairement vu que dans le sida et dans le cancer, vous aviez besoin d'un niveau de preuve assez bas pour remporter la conviction des gens. Quand c'est des études en psychiatrie, c'est exactement le contraire. Alors bien sûr, vous avez compris que je suis psychiatre et que donc je fais mon quart d'heure de persécution, mais c'est quand même un peu ça. C'est quand même un peu ça. Il y a des représentations sociales de certaines zones thérapeutiques qui font que les gens ont envie que ça vienne vite et que voilà, le progrès doit arriver, et comme on a envie que le progrès arrive vite, eh bien on est prêt à glisser sur des considérations méthodologiques. Finalement, on va dire c'est des pinaillages de méthodologie, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, hein. Ça ne me dérange pas qu'on dise ça. Mais le problème, c'est qu'on le dise que dans certaines spécialités médicales et pas dans d'autres. Alors après, un truc qui est vraiment frappant, hein, c'est que quand vous avez un dispositif high-tech de mesure de critères d'efficacité, les gens vont considérer que le niveau de preuve est meilleur. En psychiatrie, par exemple, vous faites de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, même si le design méthodologique est assez médiocre, ce qui est en général le cas d'ailleurs dans l'imagerie, le niveau, ça va être considéré comme beaucoup plus crédible que si vous donnez des questionnaires à des gens et que vous les faites remplir. Alors, et je suis sûr dans vos spécialités c'est pareil, on fait de la tomographie par émission de positrons, dès qu'il y a des trucs high-tech, les gens sont fascinés et ils disent c'est fantastique, c'est de la belle science. Et puis bien sûr les histoires d'argent, de pouvoir, etc. Par moment, des catégories, je ne sais pas, par exemple en ce moment, les biologistes trouvent que les nouveaux anticoagulants oraux, vraiment, ils posent des problèmes de sécurité, hein, qu'il y a des gens qui saignent et que ça ne va pas du tout. Vous voyez, ils sont très convaincus par les résultats, bien sûr, puisqu'ils ne font plus les dosages d'INR qu'ils faisaient avant avec des AVK. Donc, ils perdent de l'argent, donc ils trouvent que c'est vraiment qu'il y a un vrai problème de santé publique autour des nouveaux anticoagulants oraux. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, hein. Mais comme par hasard, c'est eux qui le disent. Alors, je termine sur le fait que c'est pareil pour la méthodologie reconnue. Vous voyez, prouver, il faut qu'il y ait une méthodologie reconnue qui entraîne une croyance. Vous voyez que la croyance, elle est dans ce que je viens de vous dire, hein, et que c'est quand même très subjectif, mais même dans la méthodologie reconnue, il y a des trucs qui flottent. Par exemple, la méthodologie reconnue, il faut qu'il y ait de la belle statistique, avec des tests statistiques et avec un petit p qui est, si possible, plus petit que 5%. On est bien d'accord, hein. Mais c'est exactement comme l'écart type. Quand vous avez un essai randomisé, que le petit p il est plus petit que 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que le tirage au sort puisse expliquer un résultat au moins aussi spectaculaire que celui qu'on a vu, il est plus petit que 5%. Ça veut dire quelque chose. Donc là, on a de la méthodologie solide, les statistiques veulent dire quelque chose. Quand vous faites une étude qui n'est pas randomisée, par exemple, il y a des patients qui font des rejets de transplantation hépatique et vous vous demandez quelles sont leurs caractéristiques par rapport aux patients qui ne rejettent pas. Vous allez faire, par exemple, une étude cas témoin. Et puis vous allez regarder l'âge, le sexe, le type de pathologie hépatique sous-jacente, etc. pour contraster les cas et les contrôles. Vous allez faire des tests statistiques, vous allez avoir des petits p. Vous trouvez un petit p égal à 1 pour 1000. Vous êtes content, vous le publiez. Et puis vous vous demandez, mais finalement ça veut dire quoi ce petit p égal à 1 pour 1000? C'est la probabilité que le hasard puisse expliquer à lui tout seul une différence, etc. Mais où est le hasard dans une étude cas témoin?
C'est le hasard qui fait que vous avez pris vos cas comme ça, dans tel centre hépatique, que les contrôles... Mais c'est pas au hasard que vous avez choisi vos patients. Et vos témoins, c'est jamais au hasard que vous les avez pris aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un petit p quand on n'a pas tiré au sort? Eh bien, figurez-vous que ça veut juste dire, si j'avais tiré au sort mes cas et mes témoins, alors la probabilité que le tirage au sort puisse expliquer une telle différence, ça vaudrait ça. C'est-à-dire, si j'avais tiré au sort, mais vous n'avez pas tiré au sort. Et donc, en fait, le petit p, c'est un fantasme dans ces cas-là. Et je me souviens quand j'ai dit ça à mon maître Joseph Lelouch, qui était mon directeur de thèse, quand j'étais jeune statisticien, il m'a répondu, Falissard, ne dites pas une chose comme ça, les gens ne vont plus avoir confiance à la statistique. C'est qu'il savait que c'était vrai en fait. Voilà, donc je conclurai là-dessus. Vous voyez, encore une fois, les statistiques sont indispensables pour l'avancée des connaissances en médecine. Il n'y a aucun doute là-dessus. La recherche clinique est indispensable, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les bases sur lesquelles ça repose, ça n'a rien à voir avec la rigueur des mathématiques. C'est complètement autre chose. Et je pense qu'il faut être lucide avec ça. Je vous remercie pour votre attention.